c'est le mois d'avril, je suis à plus de 1500 mètres d'altitude dans les Alpes du Sud et comme vous pouvez le constater, la neige n'a pas entièrement fondu et je voudrais en profiter pour vous présenter quelques plantes qui vont pousser au moment de la fonte des neiges rapidement. Ce sont des plantes qui en général sont fortement colorées pour attirer les quelques insectes qui sont déjà sortis et qui parfois ont un duvet pour se protéger du froid, comme ces anémones pulsatiles, qui sont des plantes qui ont été énormément utilisées en phytothérapie, mais surtout en homéopathie. La fonte des neiges annonce le renouveau du printemps, une floraison qui va être plus importante. Je vous propose de découvrir quelques plantes. Il est toujours assez émouvant de rencontrer au printemps ces belles anémones que l'on avait autrefois réunies dans le groupe des pulsatilles qui déplient leurs jolies corolles régulières avant même que la neige n'ait complètement fondu et sont capables de pousser jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Voilà des jeunes pulsatilles qui sont en train de sortir. Le bouton floral n'est pas encore ouvert. Défiant la neige et la glace qui les entourent étroitement, elles annoncent le renouveau et jettent les premières touches de couleur dans la nature qui est encore endormie. C'est Mattioli, un botaniste italien du Moyen-Âge, du XVe siècle, qui a donné le nom de pulsatilla à ces plantes, du latin pulsare, qui veut dire agiter, mettre en branle, parce qu'en fait, la fleur va se balancer au moindre souffle de vent, et quand elle va faire les graines, il va y avoir des graines avec des arêtes plumeuses, et à ce moment-là, la fleur se balance encore plus et encore plus sensible au vent, et on lui a donné le deuxième nom d'herbe au vent. On peut voir sur ces images à quel point ces plantes subissent les assauts du vent, et d'ailleurs leur nom vient du grec anémos, le vent, qui a donné le nom d'anémone, ce vent qui agite leurs fleurs et emporte au loin leurs graines plumeuses quand elles sont arrivées à maturité. Une autre pulsatile très belle, qui a des couleurs magnifiques, la pulsatile de Haller. Et ça a l'air de rien, mais c'est vraiment une plante qui est magnifique, duveteuse pour se protéger du froid, et avec des couleurs extraordinaires. Ces plantes, pour se protéger du froid et du vent, sont recouvertes de poils qui sont aussi doux au toucher que le pelage d'un chat ou le duvet d'un oiseau. La nuit ou par mauvais temps, les fleurs se ferment et s'inclinent, ce qui favorise ainsi le dépôt du pollen sur les pétales. La plante a tendance à se regrouper comme les manchots du Cap pour se réchauffer et se protéger des températures qui restent basses, notamment la nuit. En phytothérapie, la pulsatille était utilisée pour ses propriétés sédatives, expectorantes et diurétiques, mais avec prudence parce qu'elle est vésicante, elle peut créer des irritations importantes. Elle était utilisée pour diminuer l'irritabilité et l'hyperexcitabilité du système nerveux. On l'employait notamment dans les névroses qui étaient liées à une irritabilité du système sympathique. Également dans les spasmes douloureux, notamment lorsque ceux-ci étaient siégés au niveau des organes génitaux. Elle a également été utilisée dans les blénorragies, mais également les névralgies, c'est-à-dire toutes les douleurs, les migraines et l'éréthisme cardiovasculaire pour réguler le rythme cardiaque. La plante, comme je vous le disais, peut être toxique selon la dose. Elle renferme en effet de la protoanémonine, qui est une substance vésicante fortement irritante, et elle peut entraîner des brûlures de la bouche et de la gorge, également des salivations très importantes, une inflammation violente de l'intestin, et peut conduire à des problèmes, des troubles respiratoires et cardiaques graves. Donc c'est une plante qu'il ne faut pas utiliser. Elle est uniquement employée par les médecins. À côté de ces anémones pulsatiles pousse entre 2000 et 2500 mètres une androsace aux fleurs jaunes éclatantes. Cette androsace illumine les éboulis ensoleillés. Elle porte le nom d'Androsace de Vitaliano, en hommage à un botaniste italien du XVIIIe siècle, Vitaliano Donati. En descendant un peu d'altitude, se retrouvent dans les sous-bois clairs et surtout les pelouses fraîches, les violettes et les pensées des Alpes, qui souvent forment des groupes très nombreux et de véritables tapis multicolores. Il y a une tache jaune au centre de la fleur de la pensée des Alpes qui marque l'entrée de l'éperon, où se cache bien sûr le délicieux nectar qui est réservé aux papillons qui ont une trompe d'au moins 25 mm. Côtoyant les pensées et les violettes, toujours dans les prairies fraîches, les fragiles fleurs blanches de l'élégante renoncule de Kupfer se dressent vers le soleil et peuvent tapisser le sol. Elles présentent des feuilles étroites et longues. Si vous randonnez en montagne au moment de la fonte des neiges,
vous ne pourrez pas rater cette belle fleur, fluette dans sa jupe de ballerine violette. C'est la soldanelle des Alpes, qui est capable de pousser dans les combes à neige de 1500 à 3000 mètres d'altitude et qui fleurit alors qu'elle a encore les pieds dans la neige. Une des toutes premières plantes à fleurir à la fonte des neiges est le tussilage ou pas d'âne. Les fleurs jaunes qui apparaissent avant les feuilles au printemps sont délicieuses crues, en particulier les pédoncules qui sont juteux et légèrement sucrés. C'est une plante qui a des propriétés expectorantes et antitussives. D'ailleurs, son nom veut dire celle qui chasse la toux. Dans les sous-bois clairs et les pelouses alpines, la neige n'a pas encore fondu, que déjà des milliers de crocus printaniers et de bulbocodes apparaissent. On peut les trouver jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Bien sûr, les premiers à envahir les prairies, ce sont les crocus qui peuvent être violets, mais généralement sont blancs. Le crocus printanier s'appelle aussi faux safran ou safran printanier, car c'est un cousin du safran que l'on utilise en cuisine, qui est un crocus qui pousse uniquement de façon cultivée. Près des plaques de neige, on retrouve souvent deux plantes, le bulbocode qui est ici avec des fleurs roses lilas et les crocus qui ont des fleurs blanches. Le bulbocode a des fleurs qui sont le plus souvent étalées alors que celles du crocus restent en entonnoir. Dès le mois de mars, lorsque la neige libère un peu du terrain, les premières primes verts, que l'on appelle également des coucous, fleurissent abondamment dans les sous-bois ou dans les prairies fraîches. Il faut savoir que les feuilles des primes verts sont comestibles crues lorsqu'elles sont toutes jeunes. Elles ont une note aromatique et un peu piquante qui est très agréable dans une salade composée ou mélangée à d'autres végétaux. On peut également mettre les fleurs dans les salades sauvages pour les colorer et amener un goût également aromatique. C'est à cette même période qu'un arbrisseau qui pousse dans les éboulis et les forêts se met à fleurir avec des fleurs magnifiques et très odorantes, c'est le bois gentil. Mais ce nom est trompeur car cette espèce est entièrement toxique et notamment l'écorce des tiges et des racines qui est rubéfiante et peut être mortelle si on l'ingère. De même, l'ingestion de plusieurs fruits peuvent être mortelles chez l'adulte. Au même moment fleurit cette belle hellebore fétide qui est une cousine de la rose de Noël et qui, lorsqu'on la froisse, a une mauvaise odeur, une odeur fétide. Elle peut être responsable d'intoxication, mais la mauvaise odeur fait qu'on ne la consomme pas. Il y a cependant eu des empoisonnements chez des gens qui l'ont utilisée comme plante médicinale, et ceci a provoqué de graves troubles cardiaques. Voilà, vous l'aurez compris, la montagne met souvent au bout des souliers du randonneur des fleurs remarquables qui ont des couleurs très vives et dont la taille des corolles contraste avec la taille de la plante. Au cours de ces balades, on peut faire de très belles rencontres comme ces bouquetins qui sont plus intéressés à la sortie de l'hiver par leur repas que par le visiteur inopiné.